Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler de ce livre collectif que nous avons coordonné, Emanuele Clarizio, Yves-Édouard Herp et moi-même, Xavier Duché, un ouvrage collectif intitulé « Conserver le vivant, les biobanques face aux défis de la médecine personnalisée ». Un ouvrage qui traite donc des biobanques. Alors que sont les biobanques? Ce sont des infrastructures principalement hospitalières en France et qui sont dédiées à la collecte, à la préparation, au stockage en congélateur ou en cuve d'azote liquide, bref au froid, et à la distribution dans la communauté de recherche biomédicale d'échantillons biologiques. Alors par échantillons biologiques, on peut entendre toutes sortes de choses. On pense bien sûr aux échantillons de sang, mais on trouve aussi des cellules, des extraits tumoraux, etc., etc. Alors ce travail est issu d'un projet de recherche. Il est venu clore un projet de recherche qui a été financé par la région Hauts-de-France, à l'époque région Picardie, intégrée aujourd'hui à la région Hauts-de-France, et qui a duré de 2017 à 2020, réunissant à la fois la biobanque de Picardie, représentée par Yves-Édouard ici, qui est curateur de la biobanque, par des philosophes, Emanuele et moi-même, et par des historiens des sciences et des techniques qui ont également contribué à la coordination de cet ouvrage. Les biobanques, donc ces infrastructures dédiées à la collecte des échantillons et à la distribution de ces échantillons, leur conservation, jouent un rôle aujourd'hui à la fois méconnu, trop méconnu encore, et fondamental dans la recherche biomédicale. L'idée de travailler sur ces infrastructures sous un angle à la fois historique et philosophique, en impliquant les acteurs, nous est venu d'un précédent travail sur la médecine personnalisée. Donc ce concept de médecine assez nouveau, qui remonte aux années 90-2000 dans la suite du programme de séquençage du génome humain. Donc l'idée au départ était d'orienter la médecine vers une capacité à mieux répondre aux maladies et aux traitements, aux besoins de traitement, en adaptant les prises en charge thérapeutiques au profil génétique des patients, à leurs caractéristiques biologiques et génétiques individuelles. Et en allant visiter les lieux où se mettait en œuvre cette médecine personnalisée, à savoir ce qu'on appelle les plateformes de pharmacogénomique ou les plateformes génomiques, on fait du séquençage d'ADN, il faut imaginer un enchaînement de salles où on va trouver des machines extrêmement complexes, du personnel compétent, à la fois des techniciens, des biologistes, et au fond, le travail consiste à prendre un échantillon de sang, de salive, en extraire l'ADN, à lui faire subir toutes sortes d'opérations pour, in fine, l'amener au séquençage. Et au fond, la question se posait, mais d'où venaient ces échantillons? Ces échantillons, considérés généralement comme du matériau brut, un point de départ sans histoire, et en réalité, eh bien, derrière ces échantillons se trouvait toute une organisation, des infrastructures, des compétences également, tout un travail très complexe dont on va parler aujourd'hui et dont il est question dans cet ouvrage. Alors, avant de laisser la parole à Emanuele dans un premier temps, à Yves-Édouard, je dirais deux choses, deux enseignements majeurs de cet ouvrage. Premièrement, comme je le disais, les biobanques sont encore des infrastructures peu connues, les biobanquiers sont des acteurs de la recherche peu connus, et pourtant aujourd'hui ils ont un rôle absolument central dans la mesure où une recherche biomédicale de qualité impliquant une multiplicité de centres, parfois à l'échelle mondiale, ne peut pas se passer d'échantillons biologiques standardisés, répondant à des standards de qualité très élevés, et c'est précisément le rôle des biobanques de l'assurer. Alors l'autre aspect très important est que ces biobanques, bien sûr, répondent, ou en tout cas n'existent aujourd'hui et se sont professionnalisées que parce que la biomédecine a pris une orientation particulière autour des collectes de données, de la capacité à analyser à grande échelle des données biologiques, mais il faut aussi prendre acte du fait que l'activité consistant à conserver le vivant, d'où le titre du livre, est une activité très ancienne. Nous avons par conséquent voulu replacer aussi cette activité dans le temps long de l'histoire et voir, en comparant cette activité à ce qu'elle a été dans le passé, qu'est-ce qui aujourd'hui est nouveau. Je laisse la parole à Emanuele pour... Merci Xavier. Je vais reprendre justement de ce dernier point que tu évoques, c'est-à-dire l'histoire longue de la conservation du vivant, parce que je pense qu'un des partis pris théoriques de ce projet, c'était vraiment de dire à une époque où on entend
beaucoup de discours en philosophie des sciences, par exemple sur l'importance des données en médecine. Il y a toute une partie en fait de ces données, notamment en biologie et en médecine, qui n'est pas étudiée, qui est la matérialité des données. Et donc on est reparti de la matière, ce qui fait d'ailleurs que probablement les éditions matériologiques sont le lieu parfait pour accueillir cet ouvrage. On est reparti de la matière, donc déjà avec des approches historiques, comme a dit Xavier. Pourquoi? Parce que les historiens nous montrent effectivement que la pratique de collectionner le bilan, c'est une pratique très ancienne, et que même si on a tendance à penser la science comme une science expérimentale, il y a toute une partie de la connaissance qui se fait à partir de la collection des objets, et des objets biologiques notamment en l'occurrence. Ce qui nous amène après au deuxième, disons, volet abordé par l'ouvrage, qui est l'aspect épistémologique. Étant donné que collectionner, ça veut dire déjà connaître, cela signifie que les biobanques ne sont pas seulement des acteurs dans le paysage institutionnel, disons, de la santé, mais ce sont aussi des acteurs scientifiques à part entière. C'est-à-dire que tout le travail, et ça c'était justement tout l'apport aussi qui a été celui de la philosophie technique, de montrer qu'il y a une technicité du savoir qui se fabrique, qui se technique justement dans les biobanques. Donc les biobanques ne sont pas seulement des facilitateurs des entrepôts de données pour fournir les échantillons aux chercheurs, mais ce sont des véritables acteurs à part entière. Et c'est intéressant aussi d'impliquer dans cette réflexion les professionnels aussi, parce qu'ils nous ont comment dire, ouvert les portes sur des activités qu'on ne soupçonnait pas. Et notamment, on a eu la chance d'avoir comme partenaire la Biobanque de Picardie, parce que Yves-Édouard Herp, il va peut-être en parler un petit peu, mais il est un spécialiste de cellules souches, et il essaie de développer, c'est pas le seul, mais on le fait notamment à la Biobanque de Picardie, une activité de recherche qu'on pourrait appeler recherche technologique, qui a du mal en fait à se faire reconnaître dans le paysage institutionnel, des appels d'offres, etc. Alors que, et ça en fait, ça montre vraiment le fait que les biobanques ne sont pas conçues comme des acteurs de recherche, alors qu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui se passent dans les biobanques. Et puis finalement, le parti pris de regarder la matière et aussi de regarder les contextes nous a permis de faire émerger des enjeux éthiques qui vont au-delà de ceux classiques mis en avant par les éthiciens ou les juristes, qui sont très importants, mais qui n'épuisent pas en fait toute la complexité des enjeux éthiques, comme par exemple ça peut être le cas de tous les enjeux de confiance autour de la gestion des collections, qui est une question qui émerge de plus en plus aussi dans la littérature en éthique, c'est-à-dire comment impliquer les acteurs dans la gestion des collections, etc. Et finalement, il y a eu aussi un autre regard qui était autour de la philosophie des sciences et qui nous a montré un volet encore peu connu de la recherche en biobanking, c'est la recherche sur les objets vivants issus d'échantillons non humains, c'est-à-dire le végétal et l'animal, qui posent des questions tout à fait spécifiques, mais aussi d'ordre plus général sur, par exemple, comment faut-il concevoir la vie, qu'est-ce que cette activité de mise en banque du vivant nous dit sur les conditions dans lesquelles on peut considérer encore vivant un échantillon biologique. Et donc cette approche à partir de la matière, très contextuelle, nous a permis vraiment d'aborder la complexité des enjeux du biobanking. Et je laisse la parole à Grégoire. Bon, merci. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, les collections biologiques existent depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on assiste maintenant depuis quasiment une trentaine d'années à un fort boom à la naissance d'une activité. Donc le biobanking, il a son expansion quand même constante depuis un grand nombre d'années, et ça c'est lié à plusieurs raisons. Il y a effectivement la difficulté. La première raison, c'est la difficulté à confirmer ou reproduire les résultats de la recherche. La deuxième raison qu'on identifie, c'est peut-être aussi l'inefficacité des thérapeutiques. La troisième raison, ça peut être aussi le besoin d'encadrement, de clarification réglementaire, en tout cas de transparence réglementaire. Et on en voit une quatrième aussi, qui est le développement de modèles complexes. Alors, très brièvement, je vais peut-être m'appesantir surtout sur la première raison, qui est la difficulté à confirmer ou reproduire les résultats de la recherche.
Et effectivement, ça fait là, une bonne vingtaine d'années qu'il y a un nombre de papiers importants qui montrent qu'on a du mal à confirmer ou reproduire les résultats de la recherche, mais dans des proportions qui sont juste choquantes. Il y a des papiers parus dans des journaux vraiment de réputation mondiale comme Nature qui montrent que c'est de l'ordre de 50 à 89% d'irreproductibilité. Il y a des raisons objectives, c'est qu'on travaille, tu disais effectivement tout à l'heure, sur du vivant et sur des produits bruts. Et le vivant, bah, par définition, sa vie, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites un prélèvement sanguin que la vie s'arrête. Les cellules qui sont dans le tube de sang eh bien, continuent à vivre, à consommer des analytes, à produire des métabolites. Et tout ça, eh bien, ça fait que la nature du prélèvement va changer au cours du temps. Et nous, donc voilà, c'est cette variabilité qu'on veut absolument maîtriser, ou en tout cas éviter, pour ensuite fiabiliser les résultats de la recherche et s'assurer qu'effectivement les échantillons sont comparables entre eux. Voilà. Donc nous, le cœur de notre métier, c'est de maîtriser, de garantir le respect des paramètres dits préanalytiques. Donc c'est ça, c'est tous ces aspects qui sont toutes les phases qui ont lieu de la collecte jusqu'aux prémices de l'analyse, mais qui s'arrêtent avant l'analyse. Donc tout ça, ça passe effectivement par des systèmes, un système qualité, une traçabilité complexe. Ça a l'air de rien, mais effectivement, ce sont des tâches extrêmement chronophages qu'il faut faire de façon très sérieuse si derrière on veut s'assurer que les résultats de la recherche soient fiables. Et puis effectivement, on parle de médecine personnalisée dans cet ouvrage, et pourquoi les biobanques sont aussi un lieu privilégié de la médecine personnalisée, c'est qu'en fait ce sont des entrepôts, on l'a dit, d'échantillons biologiques, notamment d'ADN, et de données. Ça permet de faire un lien entre le phénotype d'un patient et son génotype et de mieux comprendre pourquoi il répond ou non à un traitement. Voilà. Et c'est aussi un des constats qui a été fait les dernières années, c'est que finalement, il y a, parmi les traitements qu'on donne aux patients, souvent les patients ne répondent pas puisque le traitement n'est pas adapté à la mécanistique sous-jacente à la pathogénèse. Donc voilà, mieux comprendre effectivement quels sont les mécanismes de la pathogénèse pour mieux les traiter, pour mieux cibler le traitement nécessite de faire le lien entre ce phénotype et le génotype du patient. Et donc, alors évidemment, ce ne sont pas les biobanques qui vont faire ce travail d'analyse, ce sont les chercheurs, ce sont bien les chercheurs, mais les biobanques vont être en capacité de donner accès aux équipes de recherche, le matériel, donc matériel biologique et les données associées qui vont leur permettre de mener ces recherches. Et voilà. Très bien. Vous l'aurez compris, dans ce livre, il est question bien sûr des biobanques, mais par le prisme des biobanques, de l'évolution de la recherche biomédicale aujourd'hui, c'est-à-dire de la manière de produire de la connaissance sur le vivant, sur la maladie, sur les médicaments, puisque les biobanques fournissent aussi des matériaux à la recherche pharmaceutique, à l'évaluation des médicaments. Donc on a bien affaire à des acteurs absolument incontournables de la fabrique des connaissances en biologie et en médecine aujourd'hui, qu'il faut absolument prendre en considération pour comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux et quelle médecine est en train de se construire.